bienvenue. Alors, aujourd'hui, on a sur la table une série d'articles, tous publiés entre fin décembre 2025 et début janvier 2026. Et ils racontent tous une histoire assez folle. Celle de P-Network, qui a dû, en gros, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Du jour au lendemain, la fonctionnalité de demande de paiement a été suspendue, pour tout le monde. Notre objectif, ça va être de décortiquer ces sources, pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Et le cœur du problème, ce n'est pas une faille technique, un truc de hacker spectaculaire. C'est bien plus subtil. Au centre de tout ça, il y a une fraude. Une fraude massive, très organisée. Les chiffres qui sont rapportés dans les articles, ils donnent le vertige. Sur la seule année 2025, on parle de plus de 4,4 millions de jetons paille volés. 4,4 millions? C'est énorme. C'est énorme. Ce n'est pas un incident mineur, c'est une opération qui a vraiment forcé l'équipe de P-Network à réagir de manière décisive pour stopper l'hémorragie. Exactement. Alors, on va plonger dans les détails. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Est-ce que c'est une faillite technique ou quelque chose de complètement différent? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le point sur lequel tous les articles insistent, et c'est vraiment la clé pour tout comprendre, c'est que ce n'est pas un piratage du protocole de P-Network. Non, absolument pas. Le système en lui-même, le code, la forteresse numérique si on veut, elle n'a pas été compromise. L'attaque est basée sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est exactement ça. On attaque l'humain, pas la machine. Et le mécanisme de l'arnaque est d'une simplicité presque désarmante, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Les sources le décomposent en 3 étapes très claires. La première, c'est le ciblage. D'accord. Et là, les escrocs sont malins. Ils utilisent une des forces de la blockchain contre ses utilisateurs, la transparence. Ah oui? Comme le registre est public, ils peuvent scanner le réseau, identifier les adresses de portefeuille qui détiennent de grandes quantités de paille. Et donc, ils choisissent leur cible. Attendez une seconde. Ça veut dire que cette transparence qu'on présente toujours comme un gage de sécurité, d'honnêteté, devient en fait un outil pour les criminels. C'est tout le paradoxe. Ils voient littéralement qui a le plus d'argent. C'est un peu fou. C'est un des grands dilemmes de cette technologie. La transparence est là pour la confiance collective, pour que tout le monde puisse vérifier. Mais oui, elle expose aussi des informations. C'est un compromis. Une fois la cible identifiée, on passe à l'étape 2, la demande. Ok. L'escroc utilise une fonction tout à fait normale du système pour envoyer une demande de paiement, directement au portefeuille de la victime. Donc l'escroc sonne à la porte en quelque sorte. Et j'imagine que la 3e étape, c'est le moment où la victime ouvre cette porte. C'est le cœur du piège. L'étape 3, c'est l'approbation. L'arnaque ne peut absolument pas fonctionner sans la participation active de la victime. Il faut qu'elle clique sur le bouton « Approuver ». Un seul clic. Et c'est tout. Et c'est tout. Une fois l'approbation donnée, les jetons sont transférés instantanément et de manière irréversible. C'est fini. Les fonds sont perdus. C'est à la fois simple et terrifiant. Donc, pour être bien clair, la faille n'est pas dans le code, elle est dans notre psychologie. Les escrocs ne sont pas des génies de l'informatique, ce sont des manipulateurs. Les sources expliquent qu'ils se font passer pour des amis, des comptes officiels, pour créer un sentiment de confiance, d'urgence. Précisément. C'est une technique vieille comme le monde, mais adaptée à la technologie du 21e siècle. La technologie change, mais l'appât, lui, reste le même. La confiance, la précipitation. Un compte communautaire cité dans les articles le résume très bien. La seule manière de perdre vos pis, c'est d'approuver personnellement la transaction. Le système fait ce qu'on lui dit de faire, voilà. Et ça rend la situation encore plus frustrante pour les victimes, j'imagine. Parce qu'on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Le système a fonctionné parfaitement. Mais alors, si c'est si simple, comment ça a pu atteindre une telle ampleur? On parle de millions de jetons quand même. C'est là qu'on passe de l'arnaque individuelle à l'opération coordonnée. Les chiffres partagés par la communauté et relayés dans toutes nos sources sont sans appel. L'analyse des transactions sur la blockchain montre que la grande majorité des fonds volés convergeaient vers une seule et unique adresse de portefeuille. Une seule adresse? Ah oui, là ça change tout. Ça suggère une organisation, une stratégie. Exactement. Ce n'est pas une multitude de petits escrocs qui agissent chacun de leur côté. C'est une opération centralisée. Et les montants sont impressionnants. Les sources détaillent les vols mensuels vers ce portefeuille en 2025. On a par exemple presque 878 000 pi en juillet, plus de 757 000 en septembre. C'est un flux constant. Et puis, il y a un pic énorme en décembre, plus de 838 000 pi. Pourquoi ce bond soudain à la fin de l'année? C'est une très bonne observation. Les analystes cités dans les articles ont une théorie qui semble très plausible.
Cette hausse en décembre coïncide avec le moment où de plus en plus d'utilisateurs complétaient leur processus de vérification et devenaient éligibles pour transférer leurs fonds vers le mainnet. Le mainnet, c'est-à-dire le réseau principal, là où les jetons acquièrent une vraie valeur et peuvent être échangés. Donc, plus de gens arrivent. Plus il y a de cibles potentielles avec des portefeuilles bien remplis. C'est purement mécanique. L'étang est devenu plus grand, donc les pêcheurs ont attrapé plus de poissons, si vous voulez. L'adresse de ce portefeuille principal est même publiquement identifiée dans les articles. C'est fou de se dire que l'adresse du cerveau de l'opération est connue tous. Et qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent une fois qu'il est sur ce compte? Ah, ils ne le laissent pas dormir. Un modérateur de Pi Network, qui est cité dans un des papiers, explique que les fonds étaient ensuite très vite dispersés dans de très nombreux autres portefeuilles. C'est une technique classique de blanchiment en fait, mais adaptée à la crypto. On cherche à brouiller les pistes. Pour rendre le traçage impossible. Voilà. Ça crée un enchevêtrement de transactions si complexe que ça devient un vrai casse-tête. Ça renforce l'idée d'une opération très sophistiquée. D'accord, donc on a une opération organisée, efficace, qui siphonne des centaines de milliers de jetons chaque mois. On se demande ce que faisait l'équipe de Pi Network pendant ce temps. Le gel de la fonctionnalité en janvier 2026, ça peut paraître un peu tardif, non? C'est une question légitime, mais les sources nuancent un peu cette vision. Elles montrent que cette crise arrive malgré des efforts constants en matière de sécurité. L'équipe n'est pas restée les bras croisés. Par exemple, l'un des articles mentionne que dès mars 2025, bien avant le pic, ils avaient mis en place l'authentification à 2 facteurs, le 2FA, pour les utilisateurs qui migraient vers le mainnet. D'accord, donc une protection pour empêcher quelqu'un de se connecter à votre place était déjà là. Mais ça ne sert à rien si c'est vous-même qui approuvez la transaction. Exactement. Et ils n'ont pas travaillé que là-dessus. Les sources parlent aussi d'innovation du côté de la vérification d'identité, le fameux KYC, Know Your Customer. Ils ont intégré de l'intelligence artificielle pour automatiser et accélérer le processus. Ça aurait permis de réduire la vérification manuelle de 50%. L'objectif était de sécuriser le réseau, mais aussi de fluidifier l'accès pour les utilisateurs légitimes. Ah, donc si je comprends bien, c'est le jeu classique du chat et de la souris. L'équipe de Pi Network renforce la sécurité technique, ils construisent des murs plus hauts, mais les fraudeurs, au lieu d'essayer de franchir les murs, se sont juste rendus compte qu'il suffisait de convaincre le propriétaire de leur ouvrir la porte. C'est la parfaite illustration du problème. Vous pouvez avoir la porte la plus blindée du monde. Si on vous persuade de donner la clé, elle n'a servi à rien. La suspension totale de la fonctionnalité est donc une reconnaissance de cette réalité. C'est une mesure extrême qui admet que la faille est comportementale, pas technique. Il fallait couper le mal à la racine. Vu comme ça, la décision semble plus logique. Donc on en revient toujours au même point, celui que soulignent tous les articles. Inévitablement. Au final, quand on lit toutes ces analyses, le message est le même partout. La technologie a ses limites. Dans un système décentralisé comme celui-ci, la responsabilité individuelle devient la clé de voûte de la sécurité. Le plus grand danger, ce n'est pas une ligne de code, c'est notre propre réaction face à la manipulation. Et ce qui est intéressant, c'est que les articles proposent une sorte de guide de survie pour 2026. Des gestes simples, mais qui, s'ils étaient adoptés par tout le monde, rendraient ce type d'arnaque presque impossible. Le premier est le plus radical. Refuser systématiquement toute demande de paiement non sollicitée, point. C'est la règle d'or. Si on n'attend pas d'argent, on n'approuve rien. C'est le scepticisme par défaut. Et ça se complète par une deuxième règle, tout aussi cruciale, toujours vérifier l'identité de l'expéditeur, mais en utilisant un autre canal de communication. C'est-à-dire, Si une demande semble venir d'un ami sur l'appli Pinpu, on ne répond pas dans l'appli, on lui envoie un SMS, on l'appelle, on vérifie. C'est bien toi qui me demandes les fonds? Ça prend 30 secondes. d'accord, donc méfiance par défaut et vérification hors bande, comme on dit. Le troisième conseil est un classique. Ne jamais cliquer sur des liens suspects. Toujours passer par les portails officiels. Absolument. Et le dernier conseil est peut-être le plus important sur le long terme. S'éduquer continuellement. Les arnaques évoluent, les criminels sont créatifs. Il s'agit d'adopter un réflexe simple avant chaque clic qui engage des fonds. Prendre une pause, juste une seconde, et se poser la question, suis-je certain à 100% de ce que je fais ? Prendre une pause, c'est un conseil qui va bien au-delà de la crypto en fait. Dans un monde d'instantanéité, la friction volontaire devient un acte de défense. Et cette idée de responsabilité individuelle est fascinante. Dans une banque classique, il y a des recours, des assurances. Ici, rien.
La responsabilité est décentralisée, comme le réseau. C'est le cœur du sujet. Et cette affaire P-Network l'illustre parfaitement. Elle nous montre comment un système peut être vulnérable, non pas à cause de ses failles techniques, mais en exploitant notre tendance à faire confiance. La suspension des paiements, c'est une mesure d'urgence, mais elle met en lumière ce dilemme fondamental. Ce dilemme entre la transparence et la sécurité. La même transparence qui permet de vérifier les comptes permet aux prédateurs de choisir leur proie. L'équilibre est précaire. Tout à fait. Et ça nous rappelle que dans un monde décentralisé, chaque utilisateur est un maillon de la chaîne de sécurité. Si un maillon cède, il ne met pas seulement ses fonds en danger, il valide le modèle économique des fraudeurs. La sécurité du réseau devient la somme des vigilances individuelles. C'est une perspective qui change tout. Et pour conclure, il y a une dernière pensée soulevée par les sources. Il est indiqué que l'équipe de Pi-Network travaille sur de nouveaux systèmes d'alerte, de vérification plus clairs pour l'avenir. Oui, on peut imaginer des avertissements plus visibles, des étapes de confirmation supplémentaires. Le but est de construire des garde-fous directement dans l'interface pour aider l'utilisateur. Et ça pose une question fondamentale qui va bien au-delà de Pi-Network. Jusqu'où doit aller la responsabilité du système pour protéger ses utilisateurs contre eux-mêmes? Et où commence celle de l'individu? Si on met trop de garde-fous, on perd la fluidité, la liberté qui sont au cœur de la promesse crypto. Si on n'en met pas assez, on expose les plus vulnérables. Trouver ce juste équilibre, c'est sans doute l'un des plus grands défis de cet écosystème.